On vient de rejoindre Simon-Pierre Savard-Tremblay qui vient de commettre un livre, petit livre, fort intéressant. Et le titre, c'est Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange. Et publié chez VLB Éditeur. Et il est avec nous. Bonjour, Simon-Pierre. Bonjour, Robin. Merci d'avoir accepté cette demande d'entrevue. Merci à vous de me l'avoir offert. Oui. Là, je commence tout de suite parce que vous parlez du nouveau libre-échange et dans le livre, vous parlez de 3 générations de libre-échange. Pourriez-vous résumer quels sont ces différents types de libre-échange? Oui, certainement. En fait, aujourd'hui, on nous parle toujours du libre-échange comme si c'était le même débat que dans les années 80. Ah. Et même que dans les années d'après-guerre. On se rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le GATT, le General Agreement on Tariff and Trade, qui avait été mis en place. Et ce que ça stipulait, c'était simplement la libre circulation des marchandises sans droit de douane. Et ça, cette libre circulation des marchandises sans droit de douane, elle est déjà accomplie. Les nouveaux traités ne portent pas là-dessus parce que c'est déjà une réalité depuis longtemps. Il n'y a presque plus de tarifs douaniers aujourd'hui au moment où on se parle. Mm-hmm. Donc, ce sont des traités. Puis d'ailleurs, Joseph Stiglitz, le grand économiste, avait déjà dit que ces traités, they are about many things, but free trade, not so much. Ça porte sur bien des choses, mais pas vraiment sur le libre-échange. Dans ce cas-là, sur quoi ça porte? Tout d'abord, ce sont des milliers et des milliers de pages de règlements. Ce sont des pavés réglementaires. D'ailleurs, ça me fait rire quand on nous parle de ces accords-là comme étant l'allègement des règlements sur le commerce. Je pense qu'avec des traités parfois de 6000 pages, on n'est pas dans l'allègement des règlements. On est plutôt dans la surenchère réglementaire. Et ce sont des milliers et des milliers de pages de règlements qui vont imposer une politique permanente aux signataires dans des domaines aussi variés que les services publics, que l'environnement, que le droit du travail, que l'agriculture. Ça peut même aller jusqu'au brevet pharmaceutique. Bref, autrement dit, vous embarquez dedans, et si je reprends l'expression de Jacques Parizeau, des véritables cages à homards. Vous embarquez dedans, vous êtes pris avec la politique qui est imposée là-dedans. Oui. On va aller plus à fond à mesure qu'on avance, mais au début de votre livre, et je vous cite quelque chose, l'idéologie de la mondialisation a un immense pouvoir de séduction. Sa propagande étant beaucoup plus efficace que celle des totalitarismes du 20e siècle. C'est fort en café, ça. Peux-tu expliquer d'où vient cette efficacité à l'égard de l'idéologie de la mondialisation? Tout simplement que c'est une idéologie, tout d'abord, s'appuie ses sources dans le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, il prétend qu'il y a une nature humaine fondamentalement centrée sur elle-même, centrée sur son propre intérêt. Donc là où c'est beaucoup plus efficace, c'est que contrairement au grand totalitarisme du 20e siècle, on ne prétend pas vouloir transformer radicalement la nature humaine. On dit on la prend comme elle l'est et on veut la contenter comme elle l'est. On vise son abondance, on vise son confort, on vise et puis vous savez, une des images derrière ça, c'est le fait qu'avec la mondialisation, on enlève les entraves des gouvernements, les entraves du politique, pour libérer intégralement le consommateur. Regardez, en ce moment, on parle beaucoup de la gestion de l'offre. À chaque fois qu'on ouvre une brèche dans la gestion de l'offre, on dit « Oui, mais le consommateur sera gagnant. Sa peine de lait va être moins chère. » Autrement dit, il y a, puis ça, c'est important de voir aussi qu'il y a, c'est l'idée, puis c'est la poursuite finalement du capitalisme du 20e siècle qui commence à être centré sur la consommation, où on dit le consommateur sera gagnant parce qu'on va combler ses besoins. Il va y avoir une plus grande palette de produits qui va être offerte pour combler ses besoins. Mais en réalité, puis ça, John Kenneth Galbraith l'avait perçu dès le 20e siècle aussi, les besoins eux-mêmes sont construits par les compagnies. Donc, ils ne sont pas seulement en train de produire des produits pour combler des besoins qui seraient fondamentaux. Ils vous construisent ce besoin-là pour commencer. Donc, c'est de vous dire, c'est dur de lui donner tort quand on voit les gens qui sont allés camper à New York avant l'ouverture du magasin Apple pour acheter le nouveau iPhone. C'est dur de lui donner tort là-dessus. Est-ce que c'est un besoin fondamental? Est-ce que quand on est bébé, là, on aspire un jour à... Est-ce que c'est un besoin qu'on a quand on est bébé, mis à part d'avoir son lait et d'avoir l'amour de ses parents, d'avoir un jour le nouveau iPhone? Je ne crois pas. Oui, c'est vrai. Mais
Est-ce que le chantre de cette mondialisation, entre autres, était Mme Thatcher qui avait dit il n'y a pas de société. Oui. Peut-être c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus, c'est ça? Il y a un peu ça. C'est-à-dire que ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie parce que, on va vous dire, l'État, le gouvernement, il vient s'interférer, donc il faut maintenant libérer cette entrave-là. Et ça, d'ailleurs, c'est une idéologie foncièrement antidémocratique. Ouais. Parce que c'est cette idée que maintenant, il faut se retirer des institutions politiques, certes imparfaites, mais que maintenant, il faut plutôt trouver notre bonheur dans l'entrepreneuriat individuel, dans la débrouillardise individuelle, et, autrement dit, dans des institutions qui ne sont pas démocratiques. Donc, dans des institutions à but lucratif. On nous dit maintenant, ce n'est plus dans l'engagement politique qu'on va trouver notre bonheur, c'est dans nos choix personnels. Ouais. Mais par rapport je vous disais, c'est la théorie, parce que dans les faits, l'État existe toujours. On n'a pas mis fin à l'État, on n'a pas fait disparaître l'État, et même, au contraire, on lui donne un rôle extrêmement important, qui est d'imposer la concurrence dans toutes les sphères de la société. Puis ça, un des outils les plus importants pour ce faire, c'est les fameux classements. Parce qu'il y a les classements, par exemple, il n'y a pas longtemps, le Forum économique mondial sort son classement de la compétitivité des États. Ça, d'ailleurs, dans les faits, quand on regarde la méthodologie, ces classements-là sont en grande partie construits en fonction de sondages auprès des chefs d'entreprise. Donc, on demande aux chefs d'entreprise, êtes-vous bien dans le pays où vous êtes? Et ça sert à construire des palmarès. Donc là, les États se disent, il y a une seule bonne formule pour être bien placé dans les palmarès pour que les investisseurs trouvent intéressant de venir chez nous. Et autrement dit, là, ils se le transforment en profondeur en fonction de la concurrence. Donc, on ne fait pas disparaître l'État, on utilise plutôt activement l'État pour qu'il rende la société encore plus néolibérale, encore plus capitaliste. Oui. Je rappelle, on parle avec Simon-Pierre Savard-Tremblay et de son livre qu'il vient de publier chez VLB, Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange. Moi, c'était ma question. Quel rôle réservé à l'État? Parce que en lisant votre livre, on voit que c'est une atteinte à la souveraineté, puis on va revenir là-dessus, que ce soit la souveraineté du Canada, quel pays, ou du Québec, la plus de souveraineté qu'on a. Peut-être aller un peu plus sur cette idée qu'on lui réserve un rôle à l'État. Mais qu'est-ce qui arrive aux États qui décident d'aller dans un sens un peu contraire? Ben, il y a un rôle extrêmement important à l'État parce que, regardez, on va prendre un exemple de chez nous, regardez le Plan Nord. Vous vous souvenez, Jean Charest, qui avait fait des blagues un peu déplacées sur les étudiants à l'époque, mais le message du Plan Nord, c'est aux investisseurs internationaux, c'est de dire venez ici plutôt que chez le voisin. Donc, une concurrence extrêmement importante entre les États pour attirer. Parce que c'est maintenant la nouvelle logique de l'État néolibéral, c'est d'attirer l'investisseur étranger. C'est l'attractivité du territoire qui est la plus importante. Et dans le cas du Plan Nord, par exemple, Jean Charest nous dit venez ici, on n'exigera pas de redevance aux minières, on va vous fournir, Hydro-Québec va être là, on va vous fournir l'électricité, on va vous fournir les routes, on va vous fournir l'infrastructure, et on n'exige même pas que vous embauchiez des travailleurs locaux, vous pouvez amener vos gens à vous. Donc, autrement dit, c'est une logique de marketing territorial, comme si c'était des entreprises qui s'affrontaient. Venez chez nous plutôt que chez le voisin. Et pour ça, autrement dit, le but, c'est d'être le plus attrayant possible. Puis un autre exemple, d'ailleurs, c'est un élément extrêmement important, c'est la haute qualification de la main-d'œuvre. Avant, les entreprises allaient surtout là où ça coûtait le moins cher possible. Ce n'est plus la seule variable. Aujourd'hui, on cherche beaucoup la qualification de la main-d'œuvre. Ça fait, quand vous voyez des sorties du ministre de l'Éducation depuis plusieurs années, les trois quarts du temps, c'est pour vous dire qu'il va d'ailleurs davantage travailler à ce que nos élèves dans les écoles soient plus qualifiés pour faire du codage informatique. Ça, c'est pour qu'une entreprise vienne ici, qu'elle se dise j'ai une main-d'œuvre qualifiée qui est capable de faire de la haute technologie, qui est capable de programmer des robots. Donc, même si nos enfants ne parlent pas français comme il faut, qui sont pas capables de l'écrire comme il faut, qui sortent souvent sans culture générale de l'école, ça va être important pour les compagnies qu'ils soient qualifiés comme travailleurs. Donc, puis l'école a été complètement retransformée
pour qu'on forme non plus des individus plus complets, des bons citoyens avec la culture générale, avec la conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand, de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui existait avant nous, mais plutôt de faire des petits soldats de la guerre économique mondiale. Puis c'est ça, cette concurrence entre États-là. Mais pour revenir à l'autre volet de votre question, les États qui essayent d'aller ailleurs, c'est un peu le sens de ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui. Il y a des populismes à gauche, des populismes à droite, parfois très à gauche, parfois très à droite, mais c'est toujours un peu des catégorisations pour dire ils osent aller au-delà de la formule, de la recette qui est prévue à la base. À la base, pardon. Oui. Bien, écoute, tu as toujours une phrase avant moi. C'était ma question. La prochaine question que j'avais, on brandit souvent cet épouvantail des populistes et du populisme, mais ça vous fait pas peur. Et peut-être expliquer, parce que ça fait peur aux mondialistes, à ceux que, je pense qu'on parle de Macron, on parle de plusieurs autres, là, Tony Blair, Hillary Clinton, mais ça vous fait pas peur, puis vous essayez d'analyser d'où vient ces populismes. Alors, voilà, allez-y, là. C'est parce que... Là où, c'est-à-dire, ça me fait pas peur. Je pense qu'il faut l'expliquer, je pense qu'il faut le comprendre. Beaucoup de gens qui prennent l'étiquette de populiste, comme Donald Trump, par exemple, veulent, dans les faits, aller plus loin dans ce qui ne fonctionne pas. Ils s'en vont voir les gens en disant « On vous a compris, ces mondialistes-là, ils vous ont laissé de côté, ils vous ont laissé à vous-même. » Et dans les faits, il faut pouvoir, en partie, on radicalise même ces recettes-là. On va encore plus loin sur certains plans. Mais le simple fait d'y être allé, d'avoir l'air d'abord de sortir de la boîte, là, d'avoir un style un peu original, de ne pas être dans le politiquement correct, déjà, ça rejoint ces grands oubliés-là. Il y en a qui vont, ne serait-ce que pour cette raison-là, plusieurs vont dire « Ah, ben je me reconnais dans ce type de politicien-là. » Puis ça peut être encore plus dangereux, parce que moi, ce que je souhaite, c'est une forme de populisme, mais au sens noble du terme. Vous savez, le populisme, à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, c'était un mouvement ouvrier qui voulait renverser le gouvernement de Wall Street par Wall Street et pour Wall Street pour le remplacer par le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et il y avait une grande militante féministe à l'époque qui avait milité, Mary Elizabeth Lees. Autrement dit, on était très loin du terme populiste tel qu'il est employé aujourd'hui. Mais je pense qu'on pourrait penser une forme de populisme qui veut rompre avec ces castes-là, avec ces oligarchies-là, qui, dans les faits, n'ont fait qu'être le relais des recettes mondiales, des recettes qui nous ont été imposées, qui ont créé cette espèce de gouvernement des multinationales. Oui. Il y a une atteinte à la souveraineté dans ces ententes. Vous avez mentionné des 6 000 pages de règlement. Et dans votre livre, vous citez des cas ou des poursuites du gouvernement canadien. Et peut-être résumer quelques-uns pour montrer à quel point la capacité pour la population canadienne ou québécoise de décider de son avenir politique et économique est très compromis. Oui, ben, je peux vous donner des exemples. Ben, d'abord, il faut savoir que tout ça, ça a l'air toujours, ça s'appelle la protection des investisseurs. Ça a commencé avec l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, qui risque d'être remplacé prochainement. Mais ça a commencé là-dedans et ça a été imité dans l'ensemble des traités par la suite. Et ça a toujours l'air très abstrait, très juridique. Protection des investisseurs, ça sonne comme s'il y a seulement les experts qui pouvaient comprendre ça. Il faut se demander d'ailleurs à qui profite le crime d'une telle complexité, mais dans les faits, ça a toujours des allures extrêmement concrètes. Grosso modo, ça stipule qu'une compagnie étrangère, lorsqu'elle est dans un territoire où elle investit, il faut qu'elle soit étrangère, j'insiste là-dessus, elle peut poursuivre en vertu de tribunaux créés pour l'occasion. Ce ne sont pas des tribunaux publics qui existent déjà, des tribunaux d'arbitrage qui seront créés en vertu de ces traités-là. Elle peut poursuivre un État si une politique va à l'encontre de leur capacité à faire du profit. Prenons par exemple Ethyl Corporation, qui en 1997 a poursuivi l'État canadien à cause de l'interdiction de déchets toxiques. Et puis donc, ça, c'est un des cas assez importants. À ma connaissance, la plus récente poursuite en vertu de l'ALENA, c'était en 2013, quand le Québec a adopté un moratoire sur les forages dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on dit pour l'instant, on ne veut pas qu'il y ait d'exploration gazière et pétrolière sur le fleuve Saint-Laurent. Et la compagnie Lone Pine Resource a
poursuivi le Canada en vertu de ça. Évidemment, ça touche pas seulement le Canada. Je vous disais, ça a été mis en place dans l'ensemble des traités par la suite. Mais en vertu de l'ALENA, par exemple, prenons le Mexique. La compagnie Cargill qui a poursuivi le Mexique et qui a gagné contre le Mexique parce que ce pays avait adopté une taxe sur les boissons gazeuses, donc pour décourager l'utilisation de boissons gazeuses, qui était responsable d'une épidémie d'obésité au pays. Donc, c'est vraiment dire à quel point la démocratie est censurée, à quel point la volonté politique peut être renversée par des institutions à but lucratif. Et puis ça, ces traités-là, selon l'ONU, il y a eu un rapport de l'ONU qui montrait que dans 60% des cas, à l'échelle mondiale, la compagnie avait su gagner ou en était arrivé un règlement à l'amiable. Donc, dans 60% des cas, la compagnie a pu faire reculer en partie ou en totalité la volonté politique. Mais il y a quelque chose que ces chiffres-là ne prennent pas en compte, et c'est l'aspect dissuasif, la pression permanente qu'il y a sur les pouvoirs publics. Parce que c'est évident que derrière les portes des ministères, on doit constamment être en train de se dire on ne mettra pas telle disposition dans notre projet de loi, on va reculer sur telle politique qu'on veut avancer parce qu'on ne veut pas se faire poursuivre. Je suis convaincu, par exemple, que si le REM va être fabriqué en Inde, c'est parce qu'on a peur de se retrouver devant les tribunaux en vertu d'un traité de libre-échange. Je suis convaincu que c'est ça, que c'est en vertu de ça, parce que sinon on le mettrait au Québec en disant qu'il va y avoir des retombées chez nous. Mais puis je vais vous donner un exemple même plus concret pour illustrer le propos. L'Australie a été poursuivie par la compagnie de tabac Philip Morris parce que l'État australien avait adopté la politique du paquet neutre. Ça veut dire que sur une compagnie de cigarettes, vous ne pouvez pas mettre le logo de la compagnie. Il y avait 3 pays qui avaient adopté des politiques similaires et qui allaient les mettre en place ou qui allaient simplement lancer le débat sur la question, qui ont reculé là-dessus, qui ont dit on va attendre de voir comment la poursuite évolue. Autrement dit, même si dans ce cas-là, Philip Morris a heureusement perdu contre l'État australien devant le tribunal constitué pour l'occasion, ça a créé un climat d'autocensure politique dans le monde. Ça a fait un effet boule de neige. Oui. Simon Pierre Savard-Tremblay, des gens d'un certain âge se rappellent très bien le débat sur le libre-échange dans les années 80. On se rappelle de personnes en qui on a beaucoup de confiance. Jacques Parizeau, Bernard Landry ont défendu le projet de libre-échange. Oui. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est une question de stratégie politique ou est-ce que ces deux personnes-là ne voyaient pas les problèmes que vous soulevez dans votre livre? Ben, je vous dirais 2 choses. C'est-à-dire que, tout d'abord, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Ces 2 personnes-là, ce sont 2 grands souverainistes. Ils venaient de perdre le référendum en 80 sur les peurs économiques. On se souvient comment ça avait été central, les fameuses pensions de vieillesse, les emplois qu'on perdrait, les sièges sociaux qui allaient quitter. Autrement dit, on annonçait une catastrophe économique. Donc là, dans la logique de Jacques Parizeau et de Bernard Landry, c'est de dire, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus jamais agiter ce type de menace-là parce qu'on va faire du commerce, non plus avec le Canada, mais avec les États-Unis. On ne dépendra plus de vous. On se désengorge, puis en plus, ça va donner un baume assez impressionnant à l'économie du Québec. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné en grande partie. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le libre-échange de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est important de savoir. Et d'une part. Puis d'ailleurs, Jacques Parizeau, au début des années 2000, il avait lui-même été capable d'être en recul par rapport à lui-même, par rapport à tout ça. Il disait à l'époque, ce qu'on défendait, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je me souviens, dans le temps de l'accord multilatéral sur l'investissement, il avait dit la mondialisation, c'est comme la marée, on ne peut pas l'empêcher, mais c'est important de construire des digues fluviales, par contre. C'est important de l'encadrer, c'est important de faire quelque chose. Dans le cas de M. Landry, il est resté beaucoup plus fervent du libre-échange jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'il appuyait un peu toutes les ententes, un peu par principe. D'ailleurs, je vous le dis très amicalement, j'étais en désaccord avec lui, mais c'est un ami, Bernard Landry. J'avais beaucoup de discussions là-dessus. D'ailleurs, parfois, il m'appelait pour me chicaner à cause de certaines prises de position là-dessus. Puis, il était venu d'ailleurs au lancement de Despotisme sans frontières, le livre pour lequel vous m'interviewez aujourd'hui. Il était même venu m'envoyer quelques points très amicalement après mon allocution, puis là, j'y avais expliqué davantage un peu ce que je voulais dire, puis il m'a dit « Ah, t'es plus nuancé que je pensais », bon, donc là, puis, mais dans le cas de M. Landry, j'ai l'impression qu'il n'avait pas eu cette réflexion que Jacques Parizeau a eue vers la fin de sa vie. Par contre, M. Landry a toujours été contre
ce qu'on appelle la protection des investisseurs dont on parlait précédemment, donc la capacité des multinationales à poursuivre les gouvernements. Ouais. En terminant, il reste une minute. Démondialisation. Oui. C'est un thème sur lequel vous finissez votre livre. En 2 mots, comment ça se ferait? Bien, tout d'abord, la démondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo le retour à la souveraineté politique, à la souveraineté nationale, et donc au pouvoir des démocraties. Qu'on puisse avoir des débats gauche-droite, qu'on puisse avoir des débats de vision, sans avoir une politique qui nous est imposée par en haut, par les traités, par les organismes mondiaux, par les soi-disant experts. Qu'on puisse vraiment se réapproprier notre démocratie. Ouais. Il y a différentes manières de faire ça, et je pense qu'une des manières les plus importantes, c'est le contrôle des capitaux à l'échelle mondiale. Parce que comment voulez-vous prendre des décisions si c'est une circulation absolument folle des capitaux comme ça, si la haute finance a un pouvoir aussi disproportionné qu'elle en a actuellement? Donc, je pense que c'est une des voies, ce qu'on a appelé la taxe Tobin. Donc, on met une petite taxe sur les transactions financières. En plus, ça permet de faire un prélèvement fiscal. C'est de l'argent qui peut servir au développement des pays qui ont le plus de difficultés. Mais le principal intérêt, c'est de freiner la rapidité de cette circulation-là. L'autre chose, c'est qu'il faut absolument éliminer de tous les traités cette protection des investisseurs qui permet de renverser la décision démocratique. Oui, exactement. Simon-Pierre Savard-Tremblay, auteur du livre « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange chez VA-BETA ». Merci beaucoup pour cette entrevue éclairante. Merci à vous, Robin. Au plaisir. À bientôt. Hein? À bientôt. Merci.